Alors, on y va, hein. Ouais, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce second webinaire un peu R2C. Il y en avait eu un précédent la semaine dernière qui est déjà enregistré sur le site du CEMIR si vous voulez y aller. C'était sur les écosses, c'est comment faire des écosses dans son service. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Damien Roux. Tu vas nous présenter notamment tout ton curriculum national pour bien montrer que tu es vraiment très au courant de la R2C et notamment de la docimologie. Et merci beaucoup, Damien, de nous parler donc de la nouvelle docimologie de la R2C. Merci Dominique et merci de me donner cette fenêtre de présentation sur cette docimologie. Donc effectivement, j'ai une application au niveau national en tant que vice-président du conseil scientifique de médecine du CNCI. C'est une structure émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et en fait, c'est l'entité qui crée historiquement les ECN et à venir les EDN et l'organisation des écosses. Alors, ce n'est pas le CNG, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Le CNG ne fait que administrer les épreuves. Puis j'étais l'ancien secrétaire de la commission de pédagogie du CEMIR et puis membre élu à la commission de pédagogie de mon UFR et puis coordonnateur d'un DU de pédagogie. Et j'ai pas mal travaillé sur cette docimologie dans un objectif d'amélioration de l'évaluation des étudiants qui a comme objectif final une amélioration de la stratégie d'apprentissage des étudiants. Donc, l'idée est de parler vraiment R2C, juste pour rappeler à tous que ça y est, les anciens ECNI, avec les dossiers progressifs de 13 à 17 questions, ne comprendront que des QCM à 5 propositions. Et dans la circulaire, ces questions ne devaient pas préciser le nombre de réponses attendues. C'est terminé, hein, c'était le truc en jaune-orange, là. Maintenant, c'est soit ECNI nouvelle formule, qui ont lieu en juin cette année, avec une autre session en juin 24, soit les EDN qui commencent là en octobre 2023 pour tous les étudiants qui étaient en DFASM1, c'est-à-dire la 4e année, DFASM1 à la rentrée en septembre 2021. Donc, toute cette docimologie s'applique intégralement sur l'ensemble des étudiants en médecine depuis maintenant quelques mois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être se dire qu'on n'arrêtait pas de faire des réformes dans tous les sens. Et la dernière, on avait dit que ce serait, enfin, moi j'étais encore un peu jeune pour ça, mais on nous avait dit que c'était vraiment génial, les dossiers progressifs à 13, 17 questions en QCM, etc., que c'était l'avenir, sauf que en fait, c'était basé sur aucune donnée publiée scientifique en termes de littérature pédagogique, puisque pour une raison très simple, ça n'existe pas en fait, et ça n'avait jamais été publié. Donc, je ne sais pas qui l'a créé spécifiquement, ces dossiers progressifs très longs, à 15 questions pour le deuxième cycle, mais c'était une entité totalement nouvelle, et je pense être l'un des seuls avec Fleur Cohen à l'avoir publié au décours, en fait, où on regardait ce qu'on était capable de sortir de ces choses-là. Quand on fait une analyse de la littérature, et ça, la réflexion sur la R2C a commencé avant ce papier dans Academic Medicine. Academic Medicine, c'est New England ou JAMA, hein, de la pédagogie. Le papier 2019 qui est tombé à point nommé, puisque ça venait confirmer les idées qu'on se faisait de ce que devait être une évaluation en fin de deuxième cycle des études médicales, dont quand même l'un des objectifs principaux, c'est d'évaluer le raisonnement clinique. Et quand on regarde le détail, ils définissent les évaluations comme ce qu'ils appellent les non-workplace-based assessment. Donc, pour nous, ça va être les évaluations dématérialisées, hein, tablette, enfin, ça peut être écrit. Et puis, qui sont à compléter par ce qu'ils appellent les workplace-based assessment, qui sont soit des évaluations en milieu professionnel ou en milieu simulé, et donc qui se rapprocheront des écosses. Et voilà, si je résume un tout petit peu ce que la R2C amène, avec d'autres éléments qui ne sont pas dedans, eh bien, c'est des key feature problems, donc des problèmes sur les éléments clés, des QCM, des fameux dossiers progressifs et des tests de concordance de script. Alors, si je reviens un tout petit peu en arrière, c'est Modified Assay Questions, ce que j'appelle dossier progressif, mais normalement, dans ces Modified Assay Questions, ce n'est pas des QCM. Là, ils sont modifiés en faisant, enfin, on peut faire des dossiers progressifs, c'est-à-dire qu'on doit répondre à la première question. Dans cette formalité plus américaine, on écrit les réponses et puis ensuite on a la question suivante et donc c'est réellement progressif, on ne peut plus revenir en arrière. Là, dans les dossiers progressifs sur la plateforme informatisée, c'est un peu le même concept, sauf que ce n'est pas du format écrit derrière.
Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'on avait imposé aux ECLI depuis 2016 100% de QCM, et on voit que si c'est bien sur certains éléments, il y a le raisonnement clinique est divisé en 7 composants dans ce papier-là. C'est vraiment des grands spécialistes de la pédagogie qui ont travaillé, qui ont publié cela. Et donc, voilà, on est capable d'évaluer certains éléments du raisonnement clinique, mais il y en a certains, on est vraiment totalement incapable de le faire. Et quand on regarde un petit peu ce que sont capables de faire les Écosses, eh bien, on voit que c'est bien meilleur partout. Ce n'est pas forcément la panacée, mais ce serait quand même la docimologie ou la modalité d'évaluation la plus performante. Et quand on va un petit peu ensuite dans le détail de leur réflexion, ils disent bien que ce qu'ils appellent les workplace-based assessment, donc là on va parler d'Écosse principalement, sont d'importance critique, mais qu'il y a un problème de faisabilité et de coût qui limite le nombre de cas qu'on peut évaluer. Et dans ce contexte-là, les non-workplace-based assessment, donc on va dire l'épreuve dématérialisée, apportent une plus-value importante, et leur proposition, c'est une stratégie qui combine les deux. Donc là, ils proposaient des QCM, les Écosses, c'est ce qu'ils font notamment en Suisse, c'est 150 QCM en Suisse et 13 stations d'Écosse. Mais on voit que les R2C a, on va dire, épousé cette stratégie combinatoire de différentes modalités docimologiques au sens très large, avec les Écosses et puis une non-workplace-based assessment, qui sont les EDN, et sur lequel la docimologie est également multimodale, comme je vais vous le montrer, mais ça répond vraiment à des critères scientifiques en termes pédagogiques qui n'étaient pas respectés jusque-là, notamment sur les ECNI. Or, ça veut dire quoi tout ça? On a beaucoup de docimologie, et pour rentrer dans le vif du sujet, on peut se dire que ça devient extrêmement compliqué. Et au final, quand on écrit les questions, ça les rend beaucoup plus simples. Une fois qu'on a compris ce que c'était, donc c'est avec le travail là, de ce webinaire, en fait, historiquement, dans les ECNI, on avait le choix QCM à 5 propositions et pas d'autre choix. Et quand on veut poser une question sur une radio de thorax, eh ben, les QCM, c'est quand même pas très pratique. Quand on veut poser des questions, enfin, extrêmement simple sur, avec devant ce tableau clinique, je dois évoquer le purpura fulminans, et bien finalement, quand on fait un QCM, on offre la réponse puisqu'on propose, on produit l'hypothèse, l'étudiant n'a plus qu'à cocher, on ne demandait jamais à l'étudiant de produire lui-même l'hypothèse. Et donc finalement, les propositions docimologiques qui sont maintenant acceptables permettent de s'adapter à la notion qu'on cherche à évaluer, plutôt que l'inverse, où avant il fallait que la notion s'adapte au QCM à 5 propositions. Donc ça semble plus complexe, et en fait ça devient beaucoup plus simple à écrire puisque ça s'adapte à ce qu'on souhaite faire. Donc il y a toujours ces QCM, les QCM, donc ça reste des questions que vous connaissez, avec 4 ou 5 propositions. C'était jusque-là obligatoirement 5, les États-Unis font principalement 4, on a dit qu'on pouvait faire 4 ou 5 pour laisser le plus de liberté possible. Historiquement, on n'avait pas le droit de préciser le nombre de réponses. On a modifié ça en disant qu'on pouvait préciser le nombre de réponses. Ça peut être ou pas. C'est-à-dire qu'on peut rester sur une QRM classique, comme on faisait avant. On peut aussi faire une QRU ou une QRP. Alors, la QRU, c'est qu'on dit qu'il n'y a qu'une seule réponse. Et la QRP, on dit combien il y en a. Et s'il y en a 2 ou 3, ben on dit quels sont les 2 ou quels sont les 3. Et vous verrez que ça a, ça a pas mal de pertinence, notamment quand on cherche à hiérarchiser des prescriptions d'examen, hiérarchiser des hypothèses. Quand on disait quelles sont les causes possibles, eh bien, en fonction de ce que veut dire possible, ce que c'est, ou quelles sont les causes probables ou possibles, quel est le pourcentage d'acceptation, et si on mettait que des réponses qui, en médecine, il ne faut jamais dire jamais, finalement, on ne savait pas s'il fallait cocher les 2 les plus évidentes ou les 5, parce que hypothétiquement, ça peut arriver. Là, vous précisez le degré, vous demandez à hiérarchiser les hypothèses et à mettre les 2 les plus vraisemblables. Sur la question à réponse unique, évidemment, ça se limite à 1, mais c'est la même réflexion. Et puis, il y a des choses totalement nouvelles, ce qu'on appelle les zones à pointer, où là, finalement, plutôt que de décrire une radio et de dire quelle est la flèche A ou B ou C ou les différentes propositions, vous montrez la radio et vous demandez à pointer ou à positionner des choses. Et donc là, on est comme en stage devant une radio ou un scanner, on demande à l'étudiant à positionner le curseur sur quelque chose. Les questions à réponse ouverte et courte, au même titre que les zones, sont les seuls moments où l'étudiant peut, entre guillemets, créer, c'est-à-dire que là, les crocs, l'étudiant doit écrire la réponse en toutes lettres, sans abréviation.
C'est des équivalents de questions à réponse unique, mais sur lesquelles l'étudiant se doit de créer, de produire lui-même l'hypothèse. Je montrerai que ce n'est pas toujours évident pour des étudiants, même pour des questions qui pourraient paraître assez simples. Une docimologie qui est un peu plus complexe, mais qu'on a voulu intégrer dans le champ du possible sur cette docimologie, c'est ce qu'on a appelé le menu déroulant, qui n'est pas un menu déroulant en fait. Le menu déroulant, c'est juste une modalité de présentation. En l'occurrence, ça ne se présente même pas comme ça finalement, mais c'est un équivalent de questions à nombre de réponses précisées, mais plus long. Donc certains l'ont appelé QRP XL ou QRP long. Et au lieu d'avoir 4 ou 5 propositions, on en a 10 à 25, et au sein de ces 10 à 25, on en a 1 à 5 réponses qui est attendue, et on précise le nombre de réponses attendues. On l'a utilisé puisque c'était dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les KFP, les Key Feature Problems, les problèmes à éléments clés. C'était une des docimologies les plus usitées dans les pays anglo-saxons, et c'est assez intéressant. On voulait le mettre pour pouvoir se comparer, si on fait de la recherche en pédagogie, pour pouvoir se comparer aux autres étudiants d'équivalence graduate en fin de 5e ou fin de 6e année. Et puis le test de concordance de script que je détaillerai un petit peu après, qui est moins bien connu, qui est moins diffusé, qui reste quand même très efficace pour évaluer le raisonnement clinique des étudiants, et je vous en ferai la démonstration à la fin. Un élément que je ne sais pas si ça avait été abordé la semaine dernière, je n'avais pas pu me connecter, mais les connaissances sont donc les items de l'internat n'ont pas tellement changé, à peu de choses près, mais par contre, au sein de ces items, ont été classés, ont été décrites l'ensemble des connaissances qui ont été hiérarchisées en rang A ou en rang B, et puis celles qui étaient de rang C, c'est-à-dire de plus haut niveau, qui sont plutôt du 3e cycle, ont été retirées du programme du 2e cycle. Alors finalement, bon, le travail a été fait qu'à moitié, puisqu'il n'y a pas, on va dire, suffisamment de connaissances qui ont été retirées, mais par exemple, on a historiquement, on enseignait le décubitus ventral, enfin en tout cas dans le référentiel, il y avait le décubitus ventral, le NO dans la prise en charge du SDRA, donc on est clairement dans du 3e cycle. Et donc, le rang A, c'est ce que 100% d'une promotion, en l'occurrence dans les publications, c'est quand 80% d'une promotion maîtrise parfaitement. Donc, c'est les connaissances qui doivent être parfaitement maîtrisées par les étudiants avant de rentrer dans le 3e cycle. Le rang B, c'est quelque chose qu'on souhaiterait que les étudiants maîtrisent avant de rentrer dans une spécialité. Et donc, il y a certaines questions qui sont adaptées à l'évaluation du rang A, parce qu'on a mis dans la réforme du 2e cycle, pour essayer d'éviter qu'il y ait des internes qui n'aient pas le niveau attendu, on a mis un seuil limite de 14 sur 20 de réussite sur les rangs A. Et donc, il y a certaines docimologies qui sont adaptées, d'autres qui ne le sont pas. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce sont les QRP, les QRU, les zones et les crocs sur des connaissances hiérarchisées rang A qui entreront dans la note de 14 sur 20. Si vous voulez par moment m'interrompre, j'ai ouvert le question-réponse et des discussions. Il ne faut pas hésiter ou prendre la parole ou demander la parole si vous le souhaitez. Alors, comment ça s'organise? Eh bien, une QI, quel que soit le format docimologique derrière, c'est une question isolée. Le KFP est organisé comme un dossier progressif de 3 questions avec deux critères à respecter. C'est qu'au sein de ces 3 questions, il y a au moins une question à réponse ouverte et courte et une QRP longue. Un dossier progressif, c'est 3 à 8 questions, quel que soit le format. On discutera pour les TCS qui sont pour l'instant pas intégrés avant 2024. Et la LCA, on n'a pas réussi à la modifier pour l'instant parce qu'il y a eu un certain nombre de manifestations d'enseignants qui trouvaient qu'on faisait trop de changements d'un coup. Donc, on est resté sur un format qui n'est pas un format très agréable, mais qui est celui-là. Donc, qui n'est pas modifié pour la LCA. Question d'Alexandra, les QRP ne concernent que les rangs A, aucune proposition ne doit être de rang B. Non, ce n'est pas ça. La QRP, on peut poser... Alors, je reviens juste en arrière. On peut utiliser l'ensemble des formats docimologiques sur l'ensemble des connaissances hiérarchisées. À partir du moment où on questionne, quel que soit ce format-là, sur une connaissance hiérarchisée rang B, la question sera du rang B. Mais si on questionne sur une notion de rang A,
eh bien, si elle est dans cette docimologie-là, et je vais t'expliquer pourquoi, Alexandra, elle sera comptée dans le 14 sur 20. Et en fait, tu dis aucune proposition ne doit être de rang B. Mais en fait, comme on a précisé le nombre de réponses attendues, soit en disant, là, une QRP, il y a 2 ou 3 réponses attendues, ou la QRU, il n'y en a qu'une, ou la zone, on a défini, on sait combien, il y a un nombre fini de zones qu'on peut pointer, ou la CROC, où il y a une seule notion évaluée. Si les notions qui sont évaluées, qui sont attendues en QRP, en QRU, en zone ou en CROC sont du rang A, la question est de rang A. Et donc, ça peut être une proposition fausse, peut être complètement lunaire, on va dire, hyper complexe, mais à partir du moment où on connaît la réponse et que cette réponse est du rang A, et ben, quand c'est une QRP ou une QRU, eh bien, on peut éliminer les autres, en fait. Et donc, par élimination, on est capable de définir, même quand les autres propositions sont du rang B. Ce qui n'est pas le cas pour une QRM, parce que la QRM, on met autant de points pour un étudiant qui coche bien une bonne réponse qu'un étudiant qui ne coche pas une réponse non attendue. C'est-à-dire que le côté vrai ou faux est évalué de la même façon. Alors sur une QRU, à partir du moment où on connaît la bonne, on coche la bonne et tout le reste, de facto, devient faux. Donc dans une QRM, pour savoir qu'une proposition est fausse, souvent on ne se limite pas au A, même quand c'est quelque chose de A qui est noté. Donc voilà, on va dire que ça simplifie un peu les choses. Quand la connaissance hiérarchisée, c'est du rang A avec la réponse attendue dans une QRP, QRU, zone ou CROC, et donc une réponse finie en termes de possibilités, c'est du rang A, eh bien la question est intégrée dans le 14 sur 20. Alors, très brièvement, juste pour dire qu'on a enlevé une demi-journée par rapport aux ECNI anciens, et on a donc 3 épreuves de 3 heures qui est complètement transversale, qui chacune contient 90 à 110 questions. Donc, en fait, il faut imaginer une grande épreuve de 9 heures d'examen avec 300-330 questions qui doit couvrir l'ensemble du programme, et puis ensuite une épreuve de 3 heures de LCA qui n'a pas été modifiée. Les QCM, on va passer rapidement, mais il y a quelques notions importantes à rappeler. La première chose, c'est qu'également, historiquement, dans le texte, dans l'arrêté qui définissait les ECN, il y avait un tirage au sort parmi la banque. Et on parlait toujours de ce tirage au sort, ce qui n'a aucun sens puisque une épreuve de QCM doit être construite à partir de tables de spécification. On doit trouver tant d'items, pas toujours le même, etc. Les différents éléments du raisonnement clinique, etc. Donc, en pratique, il n'y a plus le tirage au sort, on l'a enlevé. Donc, ça, c'est un élément important. Il y a une table de spécification, on définit quelle doit être l'épreuve. Si on rentre un petit peu dans le dur des choses, c'est qu'en gros, il y a à peu près la moitié de questions de rang A pour avoir le 14 sur 20 et l'autre sur des notions de rang B, sur lequel il y aura une pondération en fonction de l'item concerné par la question. Il y aura une surpondération, c'est-à-dire qu'il y a une question sur la réanimation. L'étudiant, si dans son vœu final, il veut faire la réanimation, cette question sera plus valorisée qu'une question de ce qu'on veut de santé publique ou de psychiatrie. Et à l'inverse, si ce même étudiant fait un vœu de psychiatrie, mais il n'aura pas la même note aux EDN sur ce vœu-là. Et donc, il y aura des classements différents par grand groupe de DES. Bon, il a été publié à plusieurs reprises que le score au QCM est quand même prédictif de la performance des internes et des médecins derrière, et qu'il y a énormément de pays qui l'utilisent comme validation terminale. Donc, voilà, il n'y a pas de souci sur les QCM et il n'y a pas de souci à poursuivre. Néanmoins, il y a un élément qui est très important, et là, qui est de la technique docimologique, c'est quand on fait un QCM, il faut s'assurer que les meilleurs étudiants réussissent mieux que les moins bons, et donc il faut éviter les pièges et les formulations ambiguës, c'est-à-dire que de temps en temps les étudiants sont très bons, mais la question qui se pose, c'est pas la question de la bonne réponse, c'est qu'est-ce qu'a voulu dire l'enseignant, parce que s'il a voulu dire ça, je cocherai A, B, C, mais s'il a voulu dire ça comme ça, je ne coche que A, C. Et en l'occurrence, c'est pas aussi évident que cela à éviter. Il y a quelques techniques dont on va parler très brièvement. Et l'autre élément, c'est qu'on ne veut pas qu'un étudiant qui ne maîtrise pas la notion puisse répondre de manière plus efficace que le simple hasard. Et donc, il faut éviter un certain nombre de réponses déductibles, et certains étudiants qui ne sont pas les meilleurs ont néanmoins développé des techniques de réponse au QCM qui leur permettent d'avoir une meilleure note que si c'était purement du fait du hasard, ce qui devrait être le cas si on ne connaît pas la réponse. Et donc, globalement, il y a des choses qui sont assez simples. On évite toujours, lorsque c'est faux, l'exclusivement, le toujours, le jamais, parce que l'étudiant qui ne sait pas va répondre faux, et on va pas mettre peu, peuvent ou parfois, parce que l'étudiant, s'il ne sait pas, il va mettre vrai.
s'il n'a aucune idée. Et en fait, il aura raison dans 90% des cas. Donc, en fait, il répond au QCM de manière exacte sans avoir une quelconque notion de ce qu'il répond sur le fond. Voilà, donc il faut faire très attention à ces éléments-là dans une proposition de réponse qui fait qu'il a 90% de chances de réussir sur l'item versus 50% normalement. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est de ne pas mettre de propositions négatives. Là, il y a un papier assez récent qui a été publié, je ne sais pas si vous avez vu, avec le ChatGPT, qui a passé l'examen graduation là, des medical students aux États-Unis et bon, qui a eu la moyenne. Bon, les étudiants globalement réussissent mieux, mais ChatGPT a fait mieux que quelques étudiants. Et en fait, il y a une seule question où ChatGPT dépassait la moyenne des étudiants, c'était une question avec une proposition négative. Et en fait, notre cerveau, quand on essaye de répondre à une question, on a beaucoup de mal, alors qu'un ordinateur, l'intelligence artificielle ne se pose pas la question, il y a bien marqué négatif, donc il va choisir les négatifs. Et en fait, quand on fait une proposition négative, on n'évalue pas réellement les connaissances ou la compétence d'analyse de l'étudiant, mais on y intègre énormément cet élément capable d'inverser le masque de réponse, puisque la question est négative versus positive, ce qui n'a pas, vous en conviendrez, un intérêt très pertinent sur l'évaluation des étudiants. Donc, il faut toujours des formes positives et donc éviter de favoriser la réussite d'étudiants qu'ils ne connaissent pas ou de rendre difficile la validation d'étudiants qui maîtrisent les choses sur des problèmes de sémantique. Autre élément important dans ces QCM, c'est la différence entre une QRM et une QRU. Un QRM, enfin un QCM n'est pas une QRU parce qu'il y a une seule réponse exacte. C'est une QRU parce que, alors la QRU standard, c'est parce que l'ensemble des autres propositions sont mutuellement exclusives de la proposition exacte et donc les items sont interdépendants. On peut avoir un QCM avec une seule chose exacte, mais je vous rappelle que dans ces QRM, on valorise autant un étudiant qui coche bien une réponse attendue qu'un étudiant, que le fait que l'étudiant ne coche pas la réponse qui est fausse. Dans la QRU, on s'attend spécifiquement à ce qu'il coche la bonne réponse, et donc la notation est binaire, 1 ou 0, alors que dans un QCM, même s'il y a un QRM, même s'il y a une seule notion exacte, c'est le nombre de discordances qui est évalué. Et donc, s'il ne coche pas une bonne réponse, mais tout le reste est bon, il a 0,5 points, ou s'il coche une mauvaise réponse et que le reste est bon, il a aussi 0,5 points. Donc ça, c'est un élément qui est important, et donc une QRU est une QRU, et ensuite il y a les single best answers qu'on va aborder tout à l'heure, qui est de la hiérarchisation et de l'interprétation des données. Je vous en montrerai quelque chose. Voilà, je mettais bannir ces QCM à formulation négative, sauf si on veut valoriser ChatGPT, ce qui n'est pas forcément un objectif lorsqu'on essaie de former les futurs médecins. Alors, je vais juste donner quelques exemples de l'évolution de ce que pouvaient être les questions il y a quelques temps et de ce vers quoi on tend aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une connaissance. Là, on est vraiment sur la taxonomie de Bloom, vraiment au niveau basique, au niveau 1, de mémorisation pure. On peut demander le type d'examen utile devant une suspicion d'embolie pulmonaire, parce que là, sur les 5 propositions, elles sont toutes bonnes. Quand on a demandé de contextualiser les choses, eh bien, on s'est retrouvé avec une vignette, mais qui ne change rien, c'est-à-dire que c'est un pseudo-contexte. Là, globalement, on n'a rien changé, donc ça, il a fallu se battre contre ça, puisque ça a été, et ça, c'est bien publié dans la littérature aussi, la pseudo-contextualisation. Et on reste sur exactement le même niveau de la taxonomie de Bloom, ce qui n'est pas un objectif, puisqu'on cherche à monter vers l'analyse de la situation, si on parle de raisonnement clinique. Et donc là, finalement, on se retrouve, vous voyez, que les propositions en dessous n'ont pas changé, mais on donne un contexte clinique, et puis, bon, on est toujours là dans une suspicion d'embolie pulmonaire, avec une probabilité pré-test qui est élevée, et donc dans ce cas-là, eh bien, le dosage des dimères n'a pas de pertinence. Donc là, ça commence à être un peu plus intéressant, et ce qu'on a développé maintenant de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la single best answer, c'est-à-dire qu'on demande à l'étudiant de se positionner et de dire ce qu'il souhaite faire. Et donc là, on est clairement, alors là, on a une probabilité clinique d'embolie pulmonaire forte, le malade peut être déplacé au scanner, donc on va faire les recommandations et de faire un angioscanner thoracique. Et donc là, clairement, on est sur le plan de la taxonomie de Bloom, dans l'analyse d'une situation et donc d'une prise de décision et d'hiérarchisation de ce qu'on peut demander, prescrire, faire comme traitement, etc.
Et ce qu'on voit sur ce type de questions, c'est qu'il suffit de changer quelques paramètres. Et là, on se retrouve avec un malade qui est franchement en défaillance hémodynamique respiratoire, et donc on ne va pas aller au scanner si on n'a pas envie de voir l'arrêt cardiaque. Et donc, les recommandations sont simples, c'est qu'il faut faire une échographie cardiaque transthoracique. Et donc, on voit finalement qu'on est clairement dans l'interprétation de la situation clinique. Il faut les connaissances, mais il faut être capable de les intégrer dans un raisonnement et une prise de décision. Et on est clairement dans l'analyse de la situation et l'application de ces choses-là. Donc, dans le Bloom niveau 3-4, celui qui nous intéresse. Donc, voilà pour les QCM. S'il n'y a pas de questions, je continue et je vais continuer. Damien, juste pardon, est-ce que tu peux juste réexpliquer une nouvelle fois, parce que je trouve que c'est toujours un point pas facile à comprendre, la différence entre QRU, QRM et comme tu l'as fait tout à l'heure, mais peut-être si tu peux réexpliquer, pardonne-moi. Ouais. Oui, c'est une notion importante parce que parmi les gens qui écrivent les épreuves, les choses ne sont pas toujours claires. On va faire simple sur la QRU standard. Par exemple, si vous mettez quel est le score de Glasgow du malade et que vous voulez le faire en QCM, eh bien, vous allez mettre 4, 5, 6, 7, 8, par exemple, ou 4, 6, 8, 10, 12, peu importe. Et là, on voit bien que les items sont interdépendants et que la sélection d'un élimine les autres. Là, on est typiquement dans la QRU. Si on part sur la même idée et qu'on se fait une QCM, on dit le score du Glasgow verbal est à 3, le score oculaire est à 4, la réponse motrice est à 5, le score de Glasgow global est à, et en fait là on voit qu'il y a moins ou plus d'interdépendance, et donc chaque proposition évalue la connaissance ou la compétence en fonction de son écrit de manière individuelle. La proposition A est indépendante de la B, indépendante de la C, etc. Les propositions ne sont plus mutuellement exclusives. Et donc, la notation ne peut pas être la même. Dans une QRU, c'est du 1 ou 0, tu as la bonne réponse, c'est bon, si tu ne l'as pas, tu as faux. Dans une QRM, chaque proposition est indépendante l'une de l'autre. Donc, tu évalues quand même beaucoup plus de notions sur une QRM, mais la notation n'est pas la même puisqu'elle va de 1 à 0, mais avec deux espaces qui sont 0,5 et 0,2 en fonction du nombre de discordances. Et donc, sur 5 propositions, une discordance, tu te retrouves avec 0,5 points et deux discordances, 0,2 et puis au-delà, 0, sachant qu'on peut mettre des indispensables et des inacceptables quand on considère qu'un des items parmi les 4 ou 5 propositions qui sont faites sont critiques et on ne peut pas réussir à avoir des points à la question si jamais on ne les a pas. Mais ça, c'est une décision pédagogique lors de l'écriture de l'épreuve. Est-ce que c'est plus clair, Dominique ? Alors ouais, simplement, quand tu donnes l'exemple du score de Glasgow, il va répondre qu'une seule réponse, en fait, l'étudiant, puisqu'il ne va pas… Si tu donnes le score de Glasgow et qu'il répond un score, il va forcément… Dans la QRU, tu vas mettre que des valeurs qui sont toutes interdépendantes et donc mutuellement exclusives. Ouais. Tu dis quelles sont les propositions exactes concernant le score de Glasgow de ce malade et tu peux dire A, la réponse motrice est tant, B, la réponse… D'accord, ok. Là, dans ce cas-là, elles ne sont pas mutuellement exclusives. D'accord, ok, très bien. Non, mais chaque proposition est évaluée de manière indépendante. Alors, ma question un petit peu sous-jacente, c'était est-ce que tu peux quand même avoir une réponse unique dans un QRM non, oui. Tu peux, dans ce cas-là, tu peux en mettre sur les 5 où tu dis la réponse verbale est, la réponse oculaire est, le score total est, la réponse motrice est. Elles sont toutes interdépendantes, mais tu peux en avoir qu'une seule d'exacte, mais ce n'est pas une QRU. Tout à fait, voilà, c'est là où je voulais en venir dans l'explication. Merci beaucoup, Damien. C'est qu'on peut avoir une seule, enfin, dans l'esprit souvent, c'est qu'un QRU, c'est une seule réponse vraie, mais en pratique, ce n'est pas ça qui fait l'élément, c'est davantage la formulation de la question et l'interdépendance entre les propositions. C'est bien ça, Damien ? Exactement. Est-ce que c'est mutuellement exclusif ou pas? Et c'est pour ça que normalement, dans un QCM, les propositions ne sont pas mutuellement exclusives. Il arrive qu'il y en ait deux qui soient mutuellement exclusives, mais dans ce cas-là, ça sous-entend que ces deux propositions évaluent la même notion et donc n'ont pas lieu d'être. Et c'est pour ça, en l'occurrence, qu'on a autorisé de se limiter à 4 propositions et ne pas forcer la 5e proposition, ce qui était souvent, de temps en temps, un peu difficile dans les QCM tels qu'ils étaient faits jusqu'à présent.
Merci beaucoup, Damien. Pardonne-moi de t'avoir interrompu. Non, non, c'est important de préciser. Alors, on arrivait aux questions à réponse ouverte et courte. Ça, c'est probablement l'élément, c'est pas innovant, hein, la question à réponse ouverte et courte. Je ne présente que des docimologies qui sont éprouvées depuis des dizaines et des dizaines d'années. QCM, ça fait plus de 100 ans. Les crocs, je n'ai pas la date de création, mais enfin, c'est très vieux. En fait, c'est le seul moment où on demande à l'étudiant de produire l'hypothèse. Dans une QRU, même, voilà, on lui dit quel est le diagnostic le plus probable, ils sont proposés quand même, et donc il va tester par rapport à la probabilité, il peut tester chacune des hypothèses. Là, il doit produire l'hypothèse, et c'est en fait beaucoup plus dur pour les étudiants, mais en l'occurrence, c'est quand même beaucoup plus proche de la réalité du terrain, puisque c'est comme ça qu'on doit travailler. En termes de correction, on ne s'est pas arrêté au binaire 0,1, on a remis une partie intermédiaire 0,5, parce que l'expérience montre que quand vous demandez à un étudiant de produire l'hypothèse, il est toujours beaucoup plus inventif. La somme des étudiants face à vous est toujours beaucoup plus inventive que vous. On a mis là aux ECNP pas mal de QCM, on voulait tester un peu la production des étudiants. Moi, j'avais anticipé, quand on a des promotions de 400, comme on l'a à l'UFR, ou 900 maintenant, finalement, il y a une augmentation linéaire du nombre de types de réponses par les étudiants en fonction du nombre, et je m'attendais un peu comme la loi de Starling, là, où on arrivait à un moment à un plateau, quoi. Et même si on montait la charge d'étudiants, et bien finalement, le nombre de propositions n'allait pas monter de manière, on va dire, linéaire, et en fait, si. On a dépassé les 2800 propositions de réponses écrites différemment sur l'une des questions des ECNP de mi-mars. Voilà, donc c'est quand même une difficulté. Et la difficulté aussi, et pourquoi la notation en 0, 0,5 ou 1, c'est que, par exemple, si vous attendez méningite purulente ou méningite bactérienne sur une vignette comme ça, avec un étudiant qui répond méningite, mais qui ne met pas le mot derrière, qui serait nécessaire pour avoir l'intégralité des points, mais quand même beaucoup moins faux qu'une infection urinaire ou qu'une hémorragie méningée, par exemple, eh bien, ça permet d'attribuer des points intermédiaires. On n'a pas voulu faire plus complexe le 0, 0,5 ou 1, mais c'est quand même assez utile, ces notations partielles. Préférentiellement, il faut se limiter aux connaissances de rang A. L'étudiant doit produire ça. Évidemment, il ne doit pas y avoir d'incertitude. Alors, pour éviter, et les questions qui ont bien marché en croc, c'est celles où, quand on est autour de la table, un certain nombre d'enseignants, quand on pose la question, tout le monde répond le même mot. Dans ce cas-là, c'est plutôt bien. Dès qu'il commence à y avoir plusieurs façons d'exprimer la même notion, ça ne devient pas... ça peut se corriger quand on a des promotions de 250, 300 étudiants. Évidemment, on peut le faire en stage. On pose la question et on a la réponse de l'étudiant. Mais face à 9000 étudiants, on perd à chaque fois et on a mis jusqu'à 2h40 pour corriger une croque. Donc, il faut éviter ça. Et une bonne croque bien écrite, j'ai pu corriger en 3 minutes malgré la présence de 9000 étudiants. Donc, il y a une vraie technique et des vrais éléments intéressants de la croque. Je vous en montre un exemple. Là, on peut montrer une radio et demander le diagnostic radiologique. Bon, c'est une photo de pneu Beritoine que je vous montrerai ensuite sur la zone à pointer, mais ça permet vraiment d'explorer de manière très intéressante, comme on le fait en stage, en posant des questions, en échangeant avec l'étudiant. Voilà, une mauvaise croque, c'est ce genre de truc. Citer 2 paramètres cliniques, alors là, c'est une catastrophe. J'ai pris les pires crocs qui étaient sortis aux UFR. Ce n'est pas que la question est inintéressante, c'est juste qu'on ne peut pas la corriger. Là, citer 2 paramètres cliniques permettant d'évaluer la gravité d'un enfant sur le plan respiratoire. On voit bien l'enseignant, il a envie de voir ce qu'est capable de produire l'étudiant. Sauf que sur une promotion de 400 étudiants, il y avait 393 réponses différentes, donc 388 acceptées. Et donc, en fait, ce n'est pas faisable de cliquer, de lire un à un, c'est 388. En tout cas, on perd la pertinence d'un examen dont la correction est censée être semi-automatique. Voilà, le type de réponse, vous voyez que le nombre d'occurrences, je ne sais plus, ils étaient peut-être plus que 400 les étudiants, mais enfin, ça n'avait plus beaucoup de sens. Ça, à l'inverse, les choses sont assez simples. Et donc là, vous voyez qu'il y avait toujours autant d'étudiants. Il n'y avait plus que 69 réponses, mais il y en avait 8 qui étaient correctes.
Et en fait, quand vous allez cocher là, en ligne les 8 corrects, ensuite vous fermez la question et vous avez la correction est terminée, donc ça prend moins de 30 secondes. Et là, on évalue la capacité de l'étudiant à produire l'hypothèse. Si on l'avait fait en question à réponse unique, l'étudiant qui pense à la tachycardie ventriculaire mais qui n'est pas capable de bien l'exprimer, s'il la lit, eh bien, ça va le brancher en termes de son cerveau, il va ouvrir le bon tiroir, il va voir le mot, il va ouvrir le bon tiroir, il va être capable de réponse, alors que si vous lui demandez en croc, il ne sera pas capable forcément de la sortir, et c'est quand même cette capacité-là qu'on attend d'un médecin quand il a fini le deuxième cycle des études médicales. Je vous donne un exemple d'une croque que j'avais mise à l'examen. Donc, on est en décembre de 6e année, à l'époque à Paris Diderot. Bon, moi, c'est un tableau, bon, c'est un patient de 40 ans, ce n'est pas forcément le terrain le plus propice à ça, mais thrombophlébite cérébrale, avec un tableau clinique qui ressemble, et puis un scanner qui est franchement typique. Et donc, je m'attendais quand même à un taux de réussite assez important. Et je suis à peu près certain que si j'avais mis une QRU et proposé la thrombophlébite cérébrale, beaucoup d'étudiants l'auraient vu. Et en fait, lorsque vous posez la question, vous vous rendez compte que 39% des étudiants en 6e année, dans cette promotion-là, d'une université qui est un taux de réussite standard, eh bien, 39% des étudiants en 6e année ne sont pas capables de faire ce diagnostic-là, sachant qu'ils sont internes aux urgences un an après. Et ce que vous voyez en vert, là, c'est le taux de réussite des étudiants qui ont le mieux réussi l'examen. Donc là, quand même, la grande majorité font le diagnostic. C'est seulement 36% des étudiants du tiers inférieur. Donc, vous voyez qu'on a un taux d'échec extrêmement important sur les étudiants, chez les étudiants les moins bons sur cet examen-là. Ce qui quand même fait un peu réfléchir sur le niveau de difficulté qu'on peut poser des questions lorsqu'on cherche à évaluer un étudiant de deuxième cycle, et ce qui, à mon sens, explique le fait qu'on se trompait historiquement dans les ECNI à aller chercher des choses extrêmement complexes, alors que la base ou les choses, on va dire, de deuxième cycle, qu'on va considérer modérément difficiles ici, elles ne sont pas parfaitement maîtrisées. Donc voilà pour les questions à réponse ouverte et courte. Alors ça, c'est très simple à tester en stage, hein. Mais en tout cas, les étudiants vont être soumis à ces choses-là. Ils ont été assez perturbés, hein, parce qu'on leur a mis pas mal de crocs mi-mars. Et donc, ils vont être obligés de travailler un peu leur capacité à produire eux-mêmes les hypothèses et à ne plus faire que cocher des cases. La zone aussi, c'est l'élément le plus amusant par rapport à ce qu'on est capable de faire en stage. En réanimation, c'est quand même très utile, mais on peut imaginer d'autres façons d'utiliser les zones sur une ordonnance, enfin sur du média qui n'est pas forcément de l'imagerie, sur de l'analyse dermatologique, etc. Donc là, c'est un exemple de question sur, on va dire, purement de l'analyse anatomique scanographique sur un scanner. On peut demander comme ça jusqu'à 5 choses. Alors, ce qui est intéressant, en plus de ça, comme en stage où on voit l'étudiant comment il se trompe, et là, vous avez la vision de l'ensemble d'une promotion. Et donc là, vous voyez que si globalement, c'est quand même relativement maîtrisé, c'est-à-dire qu'il y a 76% des étudiants qui ont parfaitement bon sur l'ensemble des 5, et que, vous voyez, pour chaque item, il y en a un peu moins de 10% ou parfois plus qui se trompent. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ils se trompent sur cette dosomologie-là. On voit, par exemple, là en orange, que quand on demande la bronche touche droite, il y en a un certain nombre qui se trompent de côté, probablement les mêmes, je n'ai pas la donnée pour, qui se trompent du droite-gauche, mais on voit certains qui mettent l'aorte thoracique sur la veine cave supérieure et réciproquement, ou qui mettent une bronche complètement tissulaire ou sanglante, là. Donc, ça vous permet quand même de détecter les anomalies de maîtrise des étudiants afin de pouvoir les corriger. C'est quand même ça l'objectif d'enseignant, d'encadrement en stage, quand on voit comment ils se trompent. Ça, c'était également une question qui était la 4e, je crois, question d'un dossier progressif, qui était un malade qui venait en réanimation pour un tableau d'état de choc, qui venait par les urgences, mais il était très instable, il vient en réanimation, et la radio, au moment où il arrive, il est en état de choc, il avait mal au ventre, il avait un syndrome occlusif, tout ça a été bien précisé, et au moment où il arrive en réa, on lui a fait la radio, on demande de mettre la flèche là où est l'anomalie qui est en rapport avec ce tableau clinique. Donc il y a quand même un pneumopéritoine extrêmement abondant. Pareil, étudiant de 6e année, on s'attend quand même à un taux de réussite extrêmement important.
Et moi, j'étais un peu tombé de ma chaise. C'est ça quand on est correcteur, voilà ce qu'on définit. Et là, on se rend compte que des étudiants qui seront aux urgences dans pas si longtemps, hein, quelques mois, eh bien, il y en a 25% qui ne font pas de diagnostic de pneumopéritoine, alors que le patient vient pour un syndrome occlusif en état de choc. Et vous voyez encore, là, les bons étudiants, il n'y a pas trop de soucis, mais la moitié des étudiants du tiers inférieur, donc on parle quand même à terme de plus de 3000 étudiants, ont du mal à faire le diagnostic de pneumopéritoine sur un tableau néanmoins évocateur. Et ça, en QRU, en QCM, sur un truc, vous n'êtes pas capable. Si vous faites une QRU et que vous marquez pneumopéritoine en proposition D, en fait, ils vont aller vérifier chaque chose sans être capable de l'avoir détecté. Mais une fois qu'ils ont vu pneumopéritoine, ils vont le voir et cocheront bon, et on aurait eu plus de 90% de réussite, mais on n'aurait pas détecté la capacité de l'étudiant à produire lui-même l'hypothèse. Donc ça, c'est l'énorme bénéfice, les crocs et les zones par rapport à l'ancienne dosimologie. Menu déroulant, donc c'est QRP XL ou QRP longue. Donc, comme j'avais dit, 10 à 25 propositions, elles sont exactes ou fausses, et on précise le nombre de réponses qui sont attendues. C'est un peu plus long pour les étudiants, mais on peut faire comme ça des vignettes un petit peu longues. On ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est plutôt là, quand vous allez regarder les propositions de réponse, parce que vous allez leur demander de hiérarchiser les choses importantes. Rien n'est forcément complètement aberrant dans ce qui est proposé, mais on s'attend devant, là, c'était une hémorragie digestive, et donc en première ligne, là, voilà, il est en état de choc hémorragique, on va le transfuser, mais avant ça, on aura prélevé les groupes sanguins. Ce qu'il faut, c'est qu'on organise l'endoscopie, et puis on va lui mettre sous IPP et sandostatine, je ne sais plus s'il est alcoolique, enfin bon. C'est un exemple, hein, je ne vais peut-être pas préciser suffisamment les choses, mais on voit bien que les autres ont du sens potentiellement dans une hémorragie digestive haute, pas toutes, hein, mais on demande à l'étudiant de hiérarchiser ça, et donc ça, c'est très complexe pour eux. Ils trouvent ça très dur, et je pense qu'on va être capable quand même en partie d'évaluer les étudiants qui sont allés s'amuser en stage de réanimation, puisqu'ils vont être capables de mieux organiser leur prise en charge, et je pense qu'on va pouvoir déterminer ça là-dessus. En tout cas, ça se rapproche des questions sur une prise en charge globale d'un malade. Voilà, 10 à 25 propositions, 1 à 5 réponses attendues. Si l'étudiant se trompe sur un point, une des 5 propositions, là, il a quand même 4/5 de points. S'il se trompe sur 2, il a 3/5 de points. Donc, ce n'est pas non plus, en termes de notation, ce n'est pas si compliqué d'avoir la moyenne. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là, parce qu'on va maintenant partir. Cette dosimologie, c'est celle qui s'applique aux ECN là et aux EDN d'octobre. Les TCS, ça n'entrera en jeu qu'en octobre 2024. Mais je pensais important de l'intégrer parce que c'est probablement l'élément sur lequel, avec les zones et les crocs, on peut le plus entraîner en stage. Je ne vois pas de questions. Donc pour aborder ce qu'on appelle les tests de concordance de script, les TCS, je pense qu'il est important d'abord de se positionner sur ce qu'est le raisonnement clinique. Et donc, je remercie beaucoup Thierry Pellazia qui intervient dans le DU de pédagogie, qui est un urgentiste à Strasbourg et qui est responsable du Centre de formation et de recherche en pédagogie des sciences de la santé, donc une entité assez originale en France, pas à l'étranger, mais en France, on a très peu de départements attachés à l'UFR de médecine qui travaillent spécifiquement sur la pédagogie des sciences de la santé. Et donc, il avait fait un topo sur le raisonnement clinique. Et, attendez, pardon. Sur le raisonnement clinique. Et donc, je lui ai piqué 2 diapositives pour bien préciser ce dont on parle. La première chose, c'est savoir comment on raisonne quand on est médecin. Et en fait, quand on voit quelqu'un arriver en SAMU aux urgences pour soit un coup de téléphone, on nous donne quelques informations, et ces quelques informations, elles sont recueillies de manière strictement intuitive et vont s'imposer à nous, encore une fois, de manière totalement intuitive, des hypothèses. C'est-à-dire qu'on vous appelle aux urgences parce qu'il y a un malade qui a, il a une kaliémie à 7 ou à 8, et se branche l'insuffisance rénale, l'IEC, un certain nombre d'éléments, et vous allez avoir des hypothèses qui s'imposent à vous sans même réfléchir. Alors ça, pour le cerveau, c'est très pratique parce que ça ne consomme pas du tout d'énergie. Et vous allez ensuite recueillir un certain nombre d'éléments ciblés
peut être les questions que vous allez poser au téléphone, qui vont vous permettre de consolider ou d'invalider des hypothèses. Et ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement analytique, et en fait, ce sont les scripts cognitifs. Et le test de concordance de script vise à aller décortiquer pas à pas ce raisonnement clinique. Et donc, on va le tester chez les étudiants et on va regarder si leurs scripts cognitifs sont concordants avec ceux de gens expérimentés. Donc, ce mécanisme de raisonnement qui s'applique à la médecine, mais à tout en pratique, ce mécanisme-là, il est vrai chez l'expert, mais il est vrai chez le novice, sauf que la génération d'hypothèses, qu'on appelle le prototype, si on vous dit douleur du dos et port de charge lourde, vous pensez lumbago, on va dire que vous êtes expert de ce truc-là. Un novice qui ne sait pas du tout, eh bien, il aura d'autres constructions, ce qu'on appelle le prototype, et ensuite, il va les vérifier par la prise d'hypothèse. Mais on peut travailler le raisonnement sans forcément avoir une maîtrise complète experte du problème. Ce qui est sûr, c'est que pour générer les bonnes hypothèses, pour avoir les bons prototypes et pour activer les bons scripts, il faut avoir les connaissances en lien avec les notions qui sont abordées. Donc, on est dans la compétence médicale, mais les compétences n'existent pas sans les connaissances en rapport avec les questions, les problématiques posées. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, par exemple, s'il y avait douleur thoracique d'un homme de 50 ans fumeur, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est un syndrome coronaire aigu, et vous allez poser 4 questions. Là, quel est le type de douleur? Et puis, en fonction de la réponse, vous dites « Ah oui, tiens, ça renforce mon hypothèse, c'est constrictif, ça irradie dans le bras, bon, la mâchoire. » Ou versus, c'est complètement différent, et ça ne va pas rentrer, donc ça va invalider votre hypothèse ou pas la modifier a priori, vous allez prendre d'autres informations. Vous savez qu'un ECG normal, de temps en temps, ça peut se voir sur une circonflexe un peu bizarre. Bon, donc vous n'allez pas l'éliminer même si le l'ECG est normal, alors que l'étudiant non expert va peut-être éliminer le syndrome coronaire aigu parce que dans son script, lui, si le l'ECG est normal, ça ne peut pas être un syndrome coronaire. Alors vous allez dire quand même la symptomatologie est typique, les facteurs de risque sont là, donc je ne m'arrête pas là. Et donc, c'est ça que vous allez regarder. Donc, vous avez les prototypes, il y a le moteur de la réflexion, et puis ensuite, vous allez rentrer les prototypes, ça c'est de la connaissance, et les scripts, en fait, le fonctionnement de tout ça, on est dans la compétence médicale, et donc la capacité à performer face à une situation professionnelle. Donc, c'est ça le test de concordance de script, c'est d'évaluer ces micro-étapes du raisonnement. On est dans une situation clinique d'incertitude, c'est-à-dire notre vie de tous les jours. On n'a jamais, quand un malade arrive, on n'est jamais certain du diagnostic. On a la présomption, des choses plus probables, moins probables. On est toujours dans une forme d'incertitude, c'est la base de notre travail. Et encore une fois, le test de concordance de script, on regarde si l'aboutissement de ces micro-étapes du raisonnement de l'étudiant sont concordants avec celui d'un panel d'experts. Donc, on est vraiment très différent des autres sujets, des autres propositions docimologiques qu'on a détaillées préalablement et qui se rapprochent beaucoup de la pratique clinique. Alors, pour le deuxième cycle, je vais le dire tout de suite, pour le deuxième cycle, il faut se limiter à la première minute du coup de téléphone, à la première minute d'arrivée d'un SAMU, d'un malade aux urgences, en consultation, ça, on se limite, le malade il rentre, il dit je viens pour ce problème-là, et ce problème-là, il y a un certain nombre d'hypothèses qui s'imposent à vous, et vous allez poser 3 questions au patient, ce sont les 3 nouvelles informations que vous donnerez. Il ne faut pas dépasser ce niveau-là, et dans ce cas-là, on est capable de bien évaluer l'étudiant sur son raisonnement. On va faire quelque chose de simple. Madame M, 78 ans, elle vient pour de la fièvre, elle a mal au ventre depuis 48 heures, elle a un antécédent d'infection urinaire, elle avait reçu du céfotaxime puis de l'amoxicilline il y a un peu moins d'1 an. Donc ça, c'est la situation de départ. Donc l'auteur du test de concordance de script, ça lui va faire sortir une ou des hypothèses, ce sont ses prototypes, et c'est ça qu'il va utiliser comme hypothèse qu'il va imposer à l'étudiant. Et ensuite, on va apporter un élément complémentaire qui va enrichir le tableau, cette nouvelle information. Ça peut être du diagnostic, de la sémiologie, de l'examen complémentaire, des options thérapeutiques. Ça en termes d'hypothèse. Donc là, par exemple, première hypothèse, la pyélonéphrite, il ne faut pas quelque chose qui tire dans les coins, il faut que ce soit quelque chose qui soit imposé à vous en ayant lu la vignette. Donc, vous imposez l'hypothèse, le prototype, ça, c'est pas, ces choses-là peuvent s'évaluer par QCM, par CROC, etc., pas par le TCS, mais par contre, on donne la nouvelle information, une absence de signe fonctionnel urinaire. Parce que ça, vous avez posé la question à la dame, est-ce que ça vous brûle quand vous faites pipi? La dame répond non. Et la question qui est posée, c'est comment l'absence de signe fonctionnel urinaire modifie la probabilité de la pyélonéphrite?
Mais donc, la pyélonéphrite, on veut l'imposer. Est-ce que cette absence va modifier ou pas la probabilité de cette hypothèse? Et c'est ça qu'on évalue chez l'étudiant, qui va se positionner sur une échelle de Likert qui va de -2 à +2. Le +1 ou +2, ça s'est décalé, pardon, conforte l'hypothèse, c'est-à-dire que c'est plus probable, beaucoup plus probable. Le 0, ça sous-entend que l'information qu'on a là, ne modifie pas l'hypothèse. On ne cherche pas à évaluer l'hypothèse initiale pyélonéphrite, on cherche à évaluer l'impact de l'information sur l'hypothèse. Donc, c'est ça que ça veut dire le 0, c'est-à-dire que l'information n'aurait pas d'impact. Et puis, si on met -1, voire -2, eh bien, ça rend l'hypothèse qui est moins probable. L'étudiant doit se positionner, mais les experts aussi, en fait. Et c'est ça la difficulté du test de concordance de script, c'est qu'on va évaluer les scripts cognitifs d'experts qui sont appelés les panélistes, hein, et c'est ce panel d'experts qui va définir la notation. Comment ça marche? On pose la question aux étudiants. Certains vont mettre, alors ce n'est pas en lien avec la même question, c'est juste un exemple. Hein. Si on prend 20 experts sur une question, et il y en a 3 qui se mettent sur le 0, 12 sur le +1 et 5 sur le +2, eh bien, le +1, là, le 12, c'est ce qu'on appelle la réponse modale. Et donc, c'est ça qui va devenir le dénominateur pour la notation. Et donc, si un étudiant choisit +1, il se retrouve à 12 experts sur 12 de la réponse modale, donc 1 point. Donc, quand on est sur la position majoritaire du panel, eh bien, évidemment, on a 1 point à la question. Et ensuite, c'est le quotient du nombre de panélistes positionnés sur une réponse qui n'est pas la réponse modale, divisé par le nombre d'experts qui s'étaient positionnés, ici le 12, sur la réponse modale, donc 3/12 de points, l'étudiant a 0,25 points. Et sur celui-là, il y en avait 5, il a 5/12 de points. Donc on voit que s'il y a un équilibre, par exemple, 9 sur le 0 et 11 sur le +1, mais le 0 et le +1 sont notés quasiment pareil, alors que là, vous voyez des notations qui sont plus variées. Donc voilà l'intérêt du test de concordance de script, et voilà les modalités d'évaluation qui sont rendues plus complexes par la nécessité d'un nombre suffisant. Suffisant, c'est pour un examen sanctionnant probablement 15 experts. Et en pratique, on n'a pas besoin, quand on veut faire un test de concordance de script, c'est très très simple. Hein. Ces choses-là, vous pouvez complètement, à la visite le matin, sur un malade qui rentre, vous dites, tiens, la première chose que vous demandez à l'étudiant quand il rentre, enfin, le malade arrive, là, il est en défaillance respiratoire, il a 39 de fièvre, on est en mai 2020, à quoi tu penses? Le Covid, et vous trouvez une radiographie du thorax normale. Eh bien, l'étudiant, vous pouvez, à l'oral, lui faire produire l'hypothèse, hein, là, on n'est pas dans le test de concordance de script, et ensuite lui donner une information et voir en quoi cette information va modifier l'hypothèse initiale qui est donc ce qu'on appelle le prototype. Donc, on est vraiment dans l'analyse du script cognitif et la comparaison du script cognitif de l'étudiant qu'on cherche à évaluer ou à former. Moi, j'utilise beaucoup la concordance de script pour la formation, parce qu'à l'oral, c'est ce qu'on fait en fait en permanence à la visite avec nos étudiants. Mais c'est intéressant de le formaliser de cette façon-là, ça permet de les entraîner. Et on est vraiment dans le raisonnement diagnostique des étudiants, et on arrive à décortiquer pas à pas les choses pour essayer de modifier de temps en temps les grosses erreurs. Ce qui est important à savoir, c'est que 15% des étudiants ont des troubles du raisonnement, et que le deuxième cycle, c'est probablement le dernier moment où on arrive à les corriger correctement. Moi, personnellement, dans mon expérience, les internes qui ont un trouble du raisonnement prononcé, ça devient beaucoup plus dur à corriger, puisque l'acquisition des connaissances sans être terminée a déjà été un peu stabilisée. Et donc, lorsque les choses sont mal organisées, c'est très dur, lorsqu'ils sont internes, de remédier à ces problèmes-là. Alors que les externes, là, vous les avez en 4e, 5e année, c'est très important de leur faire expliciter les prototypes, les hypothèses face à une situation dont vous n'avez pas assez d'informations, et les informations qui vont spécifiquement recueillir, et de voir en quoi les résultats, les retours sur les éléments qu'on a récupérés, cliniques, biologiques, dans l'anamnèse, etc., vont altérer les hypothèses qu'on a initialement. En fait, c'est d'être capable de décortiquer la façon dont on réfléchit face à un malade. Le souci, quand on est expert, c'est qu'on ne se rend même plus compte de ces choses-là, c'est-à-dire qu'on prend toutes les informations ensemble et qu'on arrive au diagnostic sans avoir décortiqué pas à pas. Le test de concordance d'esprit permet de décortiquer pas à pas. Il ne faut pas prendre plus de 10-15 minutes avec un groupe d'étudiants le matin, mais c'est extrêmement formateur pour eux. Et le fait de l'avoir mis dans les
dans les EDN, pour moi, l'objectif principal, c'était de l'imposer en stage parce que c'est l'un des meilleurs moyens d'évaluer, de dépister les troubles du raisonnement clinique, de raisonnement diagnostique en salle avec les étudiants, et donc de les corriger pour éviter d'avoir des étudiants qui, à terme, ont un trouble persistant. Encore une fois, c'est 15% des étudiants. Les troubles du raisonnement représentent, sur un papier que j'ai lu là récemment, 93% des erreurs médicales. Donc, c'est cette problématique-là qui est un élément décisif dans la formation du deuxième cycle. Donc, si je résume un tout petit peu la façon dont on peut positionner l'ensemble de cette dosymologie, les questions isolées, vous faites ce que vous voulez, hein, vous en choisissez une parmi les options, et c'est plus la notion que vous cherchez à évaluer qui impose la dosymologie que l'inverse. Hein, c'est un élément important. Il ne faut pas dire je vais faire une croque, c'est qu'est-ce que je souhaite faire. Et c'est vrai que quand les crocs n'existaient pas, quand on veut faire le diagnostic de purpura fulminans, c'est un peu enquiquinant parce que dès qu'on a mis ça dans la proposition, les étudiants cochent tous, alors que quand on demande de créer cette, de la produire, cette hypothèse, eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre n'y arrivent pas, ce qui est tout à fait inacceptable sur ce type de pathologie. Un dossier progressif, donc c'est 3 à 8 questions, quel que soit, on peut accepter tous les formats dosymologiques, il n'y a pas de contrainte. Par contre, on pourra mettre un TCS à terme dans un dossier progressif, mais ce ne sera que la première question du dossier progressif. Ce n'est pas pour une raison de problématique de dosymologie, c'est pour une problématique de correction, puisque pour le TCS, on a besoin d'un panel d'experts, et que si ça arrive en 6e question du dossier progressif, il faut que l'expert ait regardé les 5 premières questions, et donc ça pose un peu problème, on aura du mal à les faire corriger. C'est pour ça qu'on le limite à la première question, mais le TCS, on pourrait faire des dossiers progressifs que de TCS, c'est ce qu'on fait de temps en temps d'ailleurs pour l'examen de l'EA2, c'est très très intéressant les TCS progressifs. Il y a une seule publication qui les a intégrés. Juste KFP, ensuite je réponds à la question de Frédéric Martineau. Donc le KFP, c'est une sorte de dossier progressif qui comporte toujours 3 questions. C'est pour se rapprocher de certaines publications internationales pédagogiques et qui comprend une croque et ce qu'on appelle le menu déroulant, la QRP longue. La 3e dosymologie est n'importe laquelle parmi l'ensemble, sauf les TCS qui ne sont pas qui n'ont jamais été utilisés dans les KFP. Donc ça, c'est juste, on a mis ça à la fois pour pouvoir se comparer à la littérature internationale, et le KFP, l'élément qui pour l'instant est encore malheureusement laissé de côté, mais qui est l'élément le plus important, c'est que c'est les problèmes, key feature problems, donc c'est les problèmes clés que rencontrent les étudiants. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on sait que les étudiants ont du mal, qui sont pourtant particulièrement importants. On va parler d'hyponatrémie, par exemple, en métabolique, en réanimation. Et donc, le travail qui n'a pas encore été fait, c'est de demander aux collèges, aux experts en tout cas, aux enseignants des spécialités, de définir quels sont les éléments clés du programme sur lesquels les étudiants ont du mal et qui nécessitent une maîtrise un peu plus approfondie. Et les KFP seront spécifiquement dédiés à l'évaluation de ces éléments-là. Pour terminer, la LCA, pas modifiée par rapport à avant, et de toute façon, je ne l'ai pas abordée spécifiquement. Alors, pour les EDN, comment seront sélectionnés les panélistes qui vont répondre pour notre spécialité, minimum 15, y a-t-il un maximum? Alors, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux vous dire, c'est la proposition que moi j'ai faite. La proposition que j'ai faite, c'est que le CNG demande à la conférence des doyens qu'ils identifient pour chaque UFR de médecine un panéliste par spécialité. Alors, certaines UFR n'auront pas l'ensemble des 44 spécialités. Pour le 2e cycle, ce qu'on avait vu, on l'avait publié dans BMC Medical Education, c'est qu'en fait, pour un TC de 2e cycle, on n'a pas besoin d'avoir des experts ultra expérimentés, plus de 10 ans d'expérience. On avait vu que finalement, puisqu'on est sur du TCS de niveau 2e cycle, eh bien, les chefs de clinique des plus jeunes on obtenait le même type de notation que si on demandait aux plus expérimentés. Donc, il n'y a probablement pas d'intérêt là-dessus, mais pour des problèmes d'implication et de responsabilité, je pense que mon idée était que soit nommé par les doyens pour chaque UFR un HU titulaire de chaque spécialité. Et pour les spécialités un peu moins pourvues, eh bien, on en aura quand même 15 au niveau national. Et puis, juste après les EDN,
L'ensemble des panélistes concernés, c'est-à-dire un panéliste aura au maximum 1 à 2 TCS, hein, eh bien, répondra à cela en quelques jours sur une plateforme sécurisée du CNG. Ce sera a posteriori des étudiants, donc ça ne pose pas de problème de confidentialité. Et basé là-dessus, on vérifie la qualité du TCS, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le panel se soit réparti sur les 5 propositions de -2 à +2, sinon c'est qu'il y a un problème d'écriture, mais ça reste un problème d'écriture. Bon, ça peut arriver, il faut annuler dans ce cas-là la question. Mais sinon, on pourra noter les étudiants là-dessus. Donc, j'espère avoir été clair là-dessus. Et donc, Philippe Vignon, merci pour ton commentaire. Qu'en est-il des étudiants qui n'auront pas eu 70% de bonnes réponses aux questions de rang A? Alors, le premier élément de réponse, c'est que la loi impose une deuxième session, puisque là, on parle bien du caractère validant. Hein, pour une validation, il faut deux possibilités. Donc, il y aura une deuxième épreuve d'EDN, le DN session 2, en janvier. En janvier, il faudra réussir le 14/20 au rang A. S'ils ne l'ont pas, eh bien, ils ne vont pas plus loin et ils se réinscrivent en DFASM 3 l'année suivante. En tout cas, c'est l'UFR qui choisit de donner ou pas le deuxième cycle. Bon, j'ose espérer quand même, s'ils n'ont pas ça, l'UFR ne le donne pas, mais en tout cas, ils ne pourront pas aller aux Écosses, ils ne pourront pas rentrer dans le troisième cycle. Alors oui, c'est vrai que ça sous-entend qu'un étudiant peut avoir un deuxième cycle validé par l'UFR, mais qu'il n'ait pas le droit, parce qu'il n'a pas eu 14/20 au rang A, ou parce qu'il n'a pas eu 10/20 aux Écosses nationaux, il ne peut pas rentrer dans le troisième cycle. Et ça sous-entend finalement d'avoir un master d'études médicales, mais de ne pas avoir d'autorisation d'exercice et de rentrer dans le troisième cycle. Ce qui sous-entend quand même de prévoir des portes de sortie pour ces étudiants-là. Mais j'ose espérer que, finalement, ceux qui acceptaient d'avoir 6/7/20 aux ECNI, parce qu'une fois qu'ils avaient passé la première année, ils se disaient, bon, ben, c'est bon. Et en l'occurrence, ils n'avaient pas tort, parce que les UFR finissaient toujours par les valider. Et bien là, ils vont être obligés d'atteindre un niveau minimum. Idée du pourcentage par les temps qui courent, d'avoir X centaines d'étudiants collés de faire tâche. Je suis d'accord avec toi et la réponse que je pourrais te dire à cela, c'est moi personnellement, en tant que jury national des ECNI, je regardais les copies de ceux qui avaient 7/20 et je ne te cache pas qu'il valait mieux pas trop informer le public d'étudiants qu'on autorisait à être internes. Et je pense que certains, enfin, on est tous à avoir vu un certain nombre d'étudiants en difficulté. Moi, j'ai vu, grâce ou à cause d'eux, peu importe, mais par le biais de la création des DES de médecine d'urgence qui impose le passage, et c'est très très bien, je crois, c'est très positif, des internes de médecine d'urgence en réanimation. Je pense que c'est vraiment un progrès. Il se trouve que cette spécialité a des internes de très bonne qualité et puis elle a des internes qui sont vraiment en bout de classement. Et moi, j'ai eu une expérience avec un interne qui avait des gros soucis de raisonnement et qui était dangereux. Et le système ne pouvait pas les bloquer de manière aisée. Maintenant, il y a un garde-fou par rapport à ça. Alors, il ne faut pas que le pourcentage soit trop haut, je suis bien d'accord. Ça peut être chaud, j'en suis convaincu. Je n'ai pas de données officielles à soumettre, mais effectivement, ce qui est sûr, c'est que ça va motiver un petit peu à la tâche un certain nombre d'étudiants qui avaient lâché complètement. Voilà. Donc, dernière question que je vois là en ligne, c'est où en est-on de la place des Écosses validant classant? Alors, de ce que j'en ai compris, même s'il n'y a pas eu une communication officielle, c'est classant. Ce serait, pour ceux qui souhaiteraient que ce ne soit plus classant, ce qui n'est pas mon cas, mais pour ceux qui le souhaiteraient, c'est très compliqué parce que ce n'est pas un arrêté, et donc c'est quand même des modifications substantielles de texte et les Écosses 2024, c'est demain. Donc, c'est très compliqué, ce serait très compliqué de les rendre juste validants et non classants par rapport au décret qui est publié. Et encore une fois, on n'est pas sur un arrêté qui se modifie comme ça sur un bout de table au ministère. L'autre élément, et ça c'est pour, je ne sais pas si c'est défendre ma paroisse ou pas, mais si on ne met pas des Écosses classants, et donc on laisse au final, dans ce cas-là, il n'y a plus d'Écosses nationaux, hein,
choses sont assez claires là-dessus. Le CNG ne s'organisera jamais pour dépenser des millions pour quelque chose qui est juste de la validation de deuxième cycle. Et dans ce cas-là, c'est aux facs de le faire. Et même quand tu imposes par arrêté des choses aux facs, elles ne sont pas du tout obligées de les produire. Je connaissais une très bonne fac parisienne qui, bien que le CCC était strictement obligatoire, validait le deuxième cycle des études médicales sans avoir fait passer de certificat de compétences cliniques. Donc, voilà, moi je suis très pour le classement. Alors, des données dans la littérature qui montrent que le vice de raisonnement identifié par les TCS sont corrigeables si dépistés en temps utile. Il y a des données qui montrent qu'on peut… alors, il faudrait que je fasse une analyse plus fine de la littérature. C'est des échanges oraux que j'ai eus avec Thierry Pellazia, qu'il faut le détecter précocement pour pouvoir les modifier. Alors, je pense que c'est une vraie bonne question sur laquelle on pourrait d'ailleurs faire un topo, j'en profite à Dominique, ce serait vraiment un truc intéressant à faire au séminaire de pédagogie du collège. Mais oui, il y a des données pour ça. Je n'ai pas une maîtrise du sujet, donc je pense que ça mériterait un approfondissement des choses. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Et ce qui est déjà difficile, c'est de, entre guillemets, standardiser les détections du trouble du raisonnement. Maintenant que j'ai lu dessus, que j'ai pas mal discuté dessus, en fait, quand je me retrouve face à un étudiant, ça finit par me sauter aux yeux. Pendant les écosses facultaires, c'est absolument… Je vais demander, moi, à la fac, est-ce qu'on ait, en plus de la grille de notation, un bouton où on peut déclencher trouble du raisonnement pour identifier ce pool d'étudiants et essayer de traiter le problème dans le moment imparti qu'est le deuxième cycle, c'est notre boulot. Mais j'en suis pas encore là parce que je travaille pour la fac là, à préparer un parcours pédagogique et j'en suis à la phase de détection de modalités de formation des formateurs, notamment des chefs de clinique, pour être capable de détecter de manière un petit peu, pas standardisée, mais simplifier les troubles du raisonnement. Mais c'est clairement la problématique d'avenir si on souhaite vraiment bouleverser la formation des étudiants et améliorer de manière très significative le niveau des futurs internes. Encore une fois, la plupart des étudiants sélectionnés en première année sont brillants et font tout bien eux-mêmes. Si on en est tous là à discuter, c'est qu'on s'en débrouille très très bien. Mais il y a 15% d'étudiants qui ne le font pas et on les a vus aussi. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de les détecter, de les contrôler, de modifier ce trouble. Et ils l'auront jusque quand ils seront praticiens hein, et jusqu'à la fin de leur carrière. Donc, à nous de faire cet effort-là. Et la nouvelle docimologie, les crocs, notamment pour la production, la mise en exergue des prototypes et le TCS pour vraiment le décryptage du raisonnement, pour le faire, on a même fait un enseignement complémentaire optionnel qui s'appelle, en fait, qui est par analogie avec ce qui était fait au Canada et aux États-Unis, qui s'appelle l'apprentissage par concordance, où finalement, on a un certain nombre de TCS et on va en direct, on est deux experts thématiques, on a fait sur médecine d'urgence réanimation avec plusieurs sessions d'1h30 et les étudiants en direct avec BookLab répondent à des TCS. Les deux experts se positionnent aussi, ne sont pas toujours d'accord, c'est vachement intéressant. Et puis, on dit pourquoi on s'est positionné. Donc, on réfléchit à vote, en fait, on explicite notre raisonnement. Et sur un TCF, c'est quand même très restreint. Donc, ça permet en très peu de temps d'expliciter pourquoi on s'est positionné. Et puis, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette expérience, c'est d'identifier les étudiants qui sont complètement à côté de la plaque. On a la plupart des étudiants, mais il y a toujours un ou deux qui sont vraiment, qui ont choisi l'autre côté. Et une fois qu'ils ont compris qu'on est là pour s'entraider, pour améliorer les choses, et qu'on demande qui s'est mis là, parce que ce n'est pas un nominatif, qui s'est mis là, au bout de 10-15 minutes, ceux qui sont complètement plantés disent moi je me suis mis là pour ça, et là il est capable d'exprimer pourquoi il a choisi ça, et on est capable le plus souvent, ça m'est arrivé une fois de ne pas du tout comprendre le cerveau de l'étudiant en face, mais le plus souvent de comprendre son raisonnement et de le détordre pour lui dire ton raisonnement c'était ça, mais en fait tu te trompes parce que ça. Et je pense, et ça mérite une analyse et une étude plus approfondie, mais je pense que c'est en tout cas une solution pour remédier à ces troubles du raisonnement et réorganiser leurs connaissances. Mais bon, je crois qu'il y a quand même encore beaucoup de travail pour ça. Merci beaucoup, Damien. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Moi, j'avais juste une petite question pour toi. Est-ce que finalement, on parle beaucoup des compétences en Écosse, mais est-ce que ce type de docimologie, il fait pas tout aussi bien pour certains aspects en termes d'évaluation des compétences? Parce que souvent, les deux sont dichotomisés. Oui, alors et ça, c'est mon grand désespoir, hein, parce que je m'étais bagarré depuis le départ pour arrêter de faire cette dichotomie connaissance-compétence. Quelqu'un qui n'a pas de connaissances ne peut pas être compétent. Et si on a des connaissances mal organisées, on ne peut pas être compétent. Et si on pose des questions pertinentes, c'est celles qui demandent à l'étudiant d'aller mobiliser ses connaissances de manière adéquate pour résoudre une problématique professionnelle, qui est une situation clinique, peu importe. Donc finalement, on est toujours dans de la compétence que j'ai toujours pas réussi à définir. Hein. La définition du mot compétence, j'ai toujours pas compris. Donc en fait, ce qu'on regarde, nous, c'est la performance face à une situation. Et la performance face à une situation, à la fin, l'évaluation de toute cette performance te dit, bah, tu es un bon clinicien, donc tu es compétent en fait. Mais ce qu'on évalue, c'est de la performance. Et si les questions, elles font appel à de l'analyse d'une situation et elles font, par définition, appel à des connaissances qu'on a bien organisées dans son cerveau, on est en gros dans l'évaluation de la compétence. Ça n'existe pas, l'évaluation de la compétence, ça n'existe pas. Donc, on regarde la performance face à des situations professionnelles, enfin, pour nous, c'est ça. Mais la dichotomie connaissance-compétence n'a aucun sens. C'est ce que je montrais, le moteur et le fuel qu'on met. Quoi. Le fuel, c'est de la connaissance, mais le moteur, c'est de la compétence, en tout cas, c'est du raisonnement, etc. Et de dichotomiser les deux n'a aucun sens. Et ça n'a même pas de pertinence d'évaluer la connaissance en fin de deuxième cycle. Et ça ne sert à rien de connaître par cœur des trucs. Ce qu'il faut, c'est comment je suis capable d'utiliser ce que je maîtrise. Ouais. Mais dans l'arrêté, ils ont mis examen des connaissances, examen des compétences. J'ai beau eu le niveau pédagogique global au ministère de l'Enseignement supérieur ou à la conférence des doyens, il n'est pas aussi relevé que ce qu'on pourrait espérer. Et peut-être dernier point, parce qu'on a pas mal de collègues extra-universitaires qui, la plupart du temps, n'ont pas accès à l'UNES. C'est finalement toutes ces nouvelles questions d'ossimologie, qu'elles sont très facilement adaptables en stage, d'après toi, ou pas? Eh bien, il y en a trois qui sont très évidentes. Les crocs, on fait ça tout le temps. Tiens, on a ce malade, tu penses à quoi? Et on ne s'attend pas à une réponse en 45 mots. Et on demande à l'étudiant, synthétise, quoi. Une phrase nominale de 5 mots, tu dois pouvoir le dire. Ça, c'est une croque, en fait. Il dit, OK, tu penses à ça, mais regarde ce résultat, regarde cette radio. En quoi cette radio modifie l'hypothèse que tu pensais? Là, on est dans une thèse de concordance de script. Et on va lui dire, ah ben, toi, tu trouves que ça la renforce ou que ça l'invalide, mais en fait, dans mon expérience, c'est pas ça. Et là, je joue le rôle de panéliste et je lui modifie un petit peu ce script cognitif. Donc, ces deux-là sont très simples. Et puis, la zone, quand tu mets une radio et tu dis, ben, tiens, qu'est-ce que c'est? Et tu dis, il est où le problème? Et tu mets le doigt sur l'écran. Je leur demande de ne pas toucher l'écran, après, il y a plein de traces de doigts. Eh bien, on est dans la zone. Et après, les QCM, en stage, c'est un peu pénible. Tu ne fais jamais des propositions à l'étudiant. Enfin, jamais, c'est compliqué. Mais donc, je trouve que CROC, zone et TCS, c'est en fait l'application, en tout cas, c'est la docimologie de ce que moi j'appliquais en stage et que j'ai voulu mettre dans la réforme du deuxième cycle pour être au plus proche de la clinique, dans l'idée simple que c'est en stage qu'on doit se former à la médecine, en grande partie, hein, et finalement, il faut connaître bien les livres. Et donc, il fallait, dans l'évaluation, qu'on valorise ce qu'on faisait en stage. Et je dois dire que le plus bel hommage que j'ai reçu dans les lettres d'amour qu'en tant que jury du CNG, au CNG, on reçoit d'un certain nombre d'étudiants, on reçoit des centaines de lettres d'amour chaque année. La plus belle, c'est d'un étudiant qui m'a explicité sur une demande, sur une question de sémiologie en single best answer, en lui disant quel est le signe clinique le plus en faveur de l'hypothèse qu'on mettait, qui était un OAP. Il a dit c'est vraiment honteux, c'est pas écrit dans les livres, on est obligé d'aller en stage pour pouvoir répondre. Et donc là, ce jour-là, je me suis dit que j'étais sur la bonne voie. Oui, donc c'est pour ça que quand même les single best answer, tu peux les faire quand même finalement d'une manière un peu différente. C'est quasiment des crocs, je suis d'accord avec toi, mais le raisonnement est finalement un petit peu le même Oui, en stage. ce qui est intéressant, mais je suis contre les réponses fermées en stage, les oui-non, les choses comme ça. Déjà, c'est plus inconfortable pour l'étudiant parce qu'il a vrai ou faux.
Et on sait que sur le plan pédagogique, vaut mieux rester ouvert et le valoriser, même s'il est à côté de la plaque, en lui disant, bon, tu as pensé à ça, explique-moi pourquoi, mais je pense plutôt à ça que lui dire, non, c'est complètement faux, t'es complètement nul. On sait que sur le plan de l'apprentissage, la souffrance n'est pas la clé de la réussite. Donc, je ne suis plutôt pas pour ça. C'est très utile en termes de notation des étudiants. C'est tellement simple à corriger qu'on va le maintenir. Il n'y a pas de discussion. Hein. Les crocs, on ne va pas passer 4 jours d'affilée à corriger des crocs. Même si je trouve que c'est quand même vachement intéressant parce que là, tu découvres toutes les erreurs de raisonnement de l'étudiant. Et donc, le stage, elle est dédiée à ça. Alors, il ne faut pas leur taper sur la tronche, les étudiants. Ils s'est complètement planté, ben c'est peut-être de sa faute, mais c'est peut-être de la faute des enseignants. Et je pense que l'enjeu est de corriger ces troubles-là. Mais il faut laisser l'étudiant s'exprimer de manière ouverte pour voir s'il se trompe ou pas. S'il a bon, ça ne sert à rien d'aller plus loin, on avance. Et même les meilleurs étudiants, en fait, moi, je les laisse, je leur pose une question, il a bon, on continue, etc., jusqu'à ce qu'il y ait un moment où ça commence à tiquer. Ce que je leur explique, moi, aux étudiants, ils arrivent à différents niveaux en stage. Il y en a qui ne sont pas très bons, il y en a qui sont super bons. Moi, je leur dis, à la fin, l'objectif, c'est que ceux qui ne sont pas très bons, ils deviennent bons, et ceux qui étaient très bons, mais ils soient encore meilleurs. Et tout le monde doit progresser, mais il faut s'adapter à eux. Et pour ça, des questions fermées, ça ne le permet pas. Il faut les laisser réfléchir à voix haute, il faut leur demander de réfléchir à voix haute quand ils sont face à un malade, quand on les interroge. Et vraiment qu'ils étalent toutes les différentes phases du raisonnement pour arriver à un diagnostic vrai ou faux, peu importe. L'enjeu est de détecter ces choses-là pour les réorienter quand ils ont tort. Ok, merci beaucoup Damien. Donc, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire qui, pour Philippe Vignon, s'il est encore là, sera mis comme les autres sur le site du CEMIR le plus rapidement possible. Voilà, un grand merci Damien, vraiment d'avoir participé. Voilà, à très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.